Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. On est ici dans notre projet 1929. Vous le savez, vous avez tout le droit déjà de faire le like. Je remercie Instagram, je remercie aussi Facebook et vous là qui êtes sur YouTube. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc déjà, je vous ai mis ici bilan cardio de A à Z en nutrition fonctionnelle. Mais déjà, à la base, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de cardio, il n'y a pas d'A à Z si on n'a pas la base fondamentale de la nutrition fonctionnelle. Et qu'est-ce que c'est cette base fondamentale? La base fondamentale, c'est de connaître la physiologie. Comment voulez-vous traiter une personne, soit en tant que médecin, ça c'est l'arbre que vous connaissez un petit peu déjà, traitez-la en tant que cardiologue ou en tant qu'un spécialiste ou même un médecin généraliste, si vous ne connaissez pas la base, et là aucune critique parce que notre objectif c'est d'unir les forces, n'est-ce pas? Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement la force qu'il y a la nutrition fonctionnelle vis-à-vis de ce positionnement ici, qui est une étiquette, rien d'autre que les maladies cardiovasculaires. Vem comigo! Mais vous savez déjà que avant tout, on va travailler ce qu'on appelle les modifiables. On va faire notre anamnèse qu'on appelle notre timeline, qui c'est le temps, la ligne du temps de notre patient ou de notre client, pour effectivement le connaître et savoir quels sont les signes et symptômes aujourd'hui qui peuvent justifier au travers des antécédents, des déclencheurs et aussi de médiateurs, qui peut justifier cette situation de maladie cardiovasculaire. En sachant que maladie cardiovasculaire, on parle, ça donne l'impression qu'on parle que du cœur. Absolument pas. On va parler de plusieurs organes. Tous les nœuds biologiques sont dans cette maladie cardiovasculaire. Mais comme je vous ai dit, on va commencer par le commencement. Et c'est quoi la base fondamentale? Si on va penser à bilan lipidique déséquilibré, évidemment, on va parler de lipides. Et là, on va imaginer la situation suivante. Que vous avez mangé, on est bien dans notre post-prandial ou pendant notre repas, vous allez manger des triglycérides. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne dit plus triglycérides, on dit triacylglycérol. Mais qui c'est, pour ceux qui sont anciennes comme moi, c'est le fameux triglycéride. Et j'ai mis ici le palmitate, l'acide palmitique. Pourquoi? Parce que parmi tout ce qu'on mange, la majorité des aliments vont avoir en tant que triglycéride cet acide gras qui est l'acide palmitique. Mais Elisa, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est ce truc de triglycéride. C'est qu'on a les squelettes glucidiques, c'est le glycérol, avec 3 types différents d'acides gras. Vous savez que acide, ça dit déjà, acide carboxylique, présence de COOH, qui va se lier à cet squelette qui est le glycérol. Si je dis ol, ça veut dire que je dis hydroxyle. Et le mariage d'une hydroxyle avec l'acide carboxylique, on appelle une estérification. Et alors, c'est ça qu'on va avoir. Donc, on va manger ces triglycérides. Et quand on mange n'importe si triglycérides, protéines ou quoi que ce soit, parce que quand on mange tout d'une façon directe, on va avoir des chémorécepteurs dans une, vous savez, bouche, on ne va pas revenir à tout ça, mais bouche, on a l'amylase salivaire, on a passé par l'œsophage, on est allé à l'estomac et on est à notre duodénum. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des chémorécepteurs qui sont extrêmement sensibles à tous ces macronutriments, protéines, lipides et glucides. Et il y a alors, dans cette histoire de chémorécepteurs, il va donner information à notre plexus submuqueux, qui est au niveau, si vous vous rappelez bien, qui s'appelle plexus de Meissner, qui va effectivement informer le plexus submuqueux à notre nerf vague qu'il y a des triglycérides qui sont en train d'arriver. Parce que ça, c'est notre couple
vago-vagal. On a l'information afférente qui va jusqu'à notre noyau dorsal du vague et qui va revenir comme nerf efférent qui va faire un effet biologique. Alors, on a quel effet biologique? Vous comprenez bien, on a mangé notre triglycéride, chémorécepteur, plexus de Meissner, information, revient quelque chose. Quel est l'effet biologique qu'on va avoir au niveau du duodénum? On aura plusieurs cellules qu'on appelle entéro-endocrines. Pourquoi entéro-endocrine? Parce que entéro-intestin, endocrine parce qu'il va avoir une action endocrine. Ça veut dire que cette substance va rentrer dans la circulation sanguine, il va satisfaire à toutes les cellules qui ont des récepteurs pour la recevoir. Et on va parler spécifiquement aujourd'hui de la cellule I qui a la capacité de produire ces entéro-hormones qui s'appellent cholécystokinine. Cette cholécystokinine, elle a une importance capitale. Pourquoi capitale? Parce que déjà, elle va augmenter la satiété. Et si on parle d'augmenter la satiété, on peut penser déjà à une variabilité qui sont les personnes qui sont en surpoids ou les personnes obèses qui parfois n'ont pas suffisamment de cholécystokinine. Mais ça, on va parler plus tard, à la fin d'ailleurs. On va aussi diminuer avec la cholécystokinine la motilité ou la vidange gastrique. Ah, de quoi elle me parle? Elle me parle de la chose suivante, qu'au niveau de notre estomac, il y a un passage très important, pH 2 à pH 8. On va avoir une alcalinisation. On ne peut pas laisser qu'un pH 2 avec l'acide chlorhydrique, on a tout parlé déjà, va rentrer au niveau de notre duodénum. Comme ça, je ne sais pas combien de litres rentrent. Non, il y a un contrôle de cette vidange qui c'est effectivement le passage de notre bol alimentaire, qui ne va plus appeler bol alimentaire, va appeler comment? Chime, qui va passer à chi-le, parce qu'il y a ce changement de pH. Alors, ce contrôle est fait par notre cholécystokinine. Si ce contrôle est fait par notre cholécystokinine, je vous pose une question. La cholécystokinine, elle a un récepteur exactement où au niveau de l'estomac? Alors, est-ce que vous avez pensé qu'on a le pylore, qui est effectivement, qui fait partie de l'antre, qui est un canal pylorique, qui fait partie de l'antre, et qui c'est effectivement sur ce pylore qui va s'installer ces cholécystokinine, exactement pour faire une vidange qui soit en conformité avec la capacité du duodénum d'alcaliniser. Évidemment, le duodénum ne va pas alcaliniser comme ça. On a besoin de substrats, d'autres substrats qui vont aider à cette alcalinisation. D'où vont venir ces substrats? Du pancréas, notre pancréas exocrine, que je vais vous montrer de suite, et la bile qui va venir pour effectivement faire l'émulsification. Alors, je suis en train de vous donner quelques rôles de cholécystokinine. Augmenter la satiété, augmenter la motilité, contrôler cette vidange gastrique que je viens de vous expliquer et libérer la lipase pancréatique et libérer la bile. Donc là, on a déjà 1 million de choses à vous dire. Libérer la lipase pancréatique. Rappelez-vous, pancréas endocrine, pancréas exocrine. Pancréas endocrine, il est à la queue du pancréas avec nos îlots de Langerhans qui vont produire cellules bêta, qui va avoir cellules bêta, cellules alpha, delta, qui va faire notre contrôle glycémique. Très bien, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'est qui? C'est notre ducte du pancréas qui s'appelle ducte de Varsug, qui a aussi un ducte qui va s'unir d'ailleurs à ce Varsug, c'est Santorini, qui va déboucher dans notre ampoule de Vater, où on aura la libération de, pas que lipase, on a plusieurs enzymes qui sont libérées et qui ont été produites par les cellules acinaires de notre pancréas. Mais aujourd'hui, on va parler de la lipase pancréatique. Il faut faire attention parce que quand je parle d'un sujet qui est lipide, il ne faut pas oublier qu'il y a protéines, qu'il y a glucides, que tout est en train de se passer en même temps. Et donc, c'est un orchestre. Il ne faut pas détacher
Ah, parce que normalement, quand on va étudier un sujet, on pense que à ça, et on ne fait pas le lien. Donc, je vais essayer à la fin de faire un lien avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi la libération de cette lipase pancréatique? Parce qu'on a quoi en termes de lumen? Alors, regardez ma carte mentale. Ici, j'ai le lumen. Ici, j'ai l'intestin. Ici, j'ai l'entérocyte. OK? Jusqu'à là. Donc, ici, dans le lumen, si je mange, il y aura triglycérides, cholestérol ester, cholestérol libre et aussi vitamine A, D et K. Ah, mais pourquoi vous ne me parlez pas de protéines et tout ça? Parce que, tout simplement, je suis en train de vous parler de tout ce qui est lipophile et qui, dans un premier temps, va avoir beaucoup de facilité pour entrer dans notre entérocyte. Pourquoi, Elisa? Parce que on a ici une membrane lipophile, essentiellement, qui lipide et aime le lipide. Donc, ça va rentrer facilement. Mais, il y a un grand mais, c'est que mon objectif, c'est que tout ça rentre dans ma circulation sanguine. Et quand on pense à sang, on pense à 60% d'eau. Et là, ça ne va pas marcher. Donc, j'ai besoin que ce triglycéride, cette vésicule graisseuse que j'ai mangée là, elle soit émulsifiée par des choses qui vont être ici à côté et qui vont faciliter cette casse de cette grande vésicule graisseuse en petite vésicule. Et là, qu'on va utiliser notre bile. Et je vous avais dit que la cholécystokinine, elle va agir ici au niveau de la vésicule biliaire et aussi au niveau, j'ai mis ici pour vous rappeler, on a déjà parlé de ça, au niveau même de la membrane de l'hépatocyte, au niveau du foie, la cholécystokinine va agir aussi. Elle a deux fonctions. Une, là, au niveau de l'hépatocyte, elle va stimuler la sécrétine. Et ici, la cholécystokinine, elle va faire une action parce que la vésicule biliaire, elle est formée d'un muscle, tout simplement. Quand ce muscle est stimulé par cette cholécystokinine, on aura la libération de la bile qui va rentrer dans le duct, qui va sortir ici, qui va rentrer dans le duct, qui va devenir jusqu'à la fin pour se rencontrer au doigt d'un homme. Okay? Et ce récepteur de cholécystokinine qui est ici va promouvoir un nom qu'on dit un effet cholagogue. Il y a effet cholagogue et effet cholérétique. Effet cholérétique, c'est la production de la bile. Et effet cholagogue, c'est la libération de la bile. Ah, mais qu'est-ce que c'est la bile? Ben, la bile, elle est bilirubine déjà. On pense à ça. Après, on va penser, dans la bile, on peut penser comme substrat. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bile? Il y a beaucoup d'eau, il y a bilirubine, il y a phospholipides, il y a électrolytes, il y a tout ça. Mais Elisa, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le plus important? Ben, c'est rien de ça, ce sont les sels biliaires. Parce que c'est les sels biliaires, dans la façon qu'on appelle primaire, on peut dire que ce sont des sels qui vont tout simplement avoir la capacité d'avoir une partie qui va être hydrophile et une partie lipophile. Et c'est cette partie hydrophile-là qui va se mettre là, qui va permettre cette émulsification. Et qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Je voudrais dire aussi que ces sels biliaires au niveau primaire, si vous vous rappelez, c'est l'acide cholique et l'acide kénodésoxycholique. Et tous les deux peuvent avoir une relation, une combinaison à un autre niveau avec la taurine, qui va former taurine-cholique, et aussi glycine. Donc, mais là, c'est primaire. Je veux tout simplement que vous compreniez qu'on va ici faire l'émulsification. Et là, je vous ai mis ici, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'émulsification, on aura plusieurs gouttelettes. Ces gouttelettes auront alors la possibilité d'être combinées avec cette lipase pancréatique. Et il y a lipase et colipase. Parce que la colipase, elle fait partie de ce micelle-là, ça s'appelle micelle, et on a alors la possibilité d'augmenter avec l'émulsification la superficie de contact de la lipase et de la colipase pour effectivement faire quoi? La lyse du triglycéride.
Et qu'est-ce que c'est la lyse du triglycéride? Je vous avais dit, triglycéride, glycérol, avec les acides gras. Qu'est-ce qui va se passer avec cette lyse du triglycéride? On aura la lyse de la liaison ester. La liaison ester, c'est le mariage de l'acide carboxylique avec l'alcool et libération d'eau. Quand on a la séparation de cette triglycéride par qui? La lipase pancréatique, qui est venue d'où? Qui est venue de mon pancréas au travers du canal de Wirsung. Mais comment ça? Parce que on a eu la cholécystokinine qui a stimulé toutes ces actions. Et pourquoi la cholécystokinine a stimulé toutes ces actions? Parce que je viens de manger du triglycéride et que je vous ai donné la forme de palmitate qui a chouchouté alors mon plexus submuqueux qui va chouchouter la cellule U qui va stimuler la production de cholécystokinine. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai cette casse du triglycéride. Triglycéride, on va voir un acide gras, 2 acides gras, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le squelette du glycérol. Donc, le squelette du glycérol avec un acide gras va former mon monoacétylglycérol, qui, pour ceux qui sont anciens, c'est le monoglycéride, tout simplement. OK? Donc, vous voyez bien que j'ai fait une lyse de tous les acides gras. Mais pourquoi vous avez fait ça, Elisa? Si ça rentre ici dans ma membrane plasmique, parce que ça m'intéresse que ça va devenir quelque chose pour entrer dans la circulation sanguine. Donc, c'est pour ça, vous allez voir comment le corps il est intelligent, parce qu'il va faire que cette micelle-là rentre dans l'entérocyte avec beaucoup de facilité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette micelle, elle va immédiatement à notre organite productrice de quoi? De protéines, qui est avant ça. On va avoir le monoglycérol, le MAG là, monoacétylglycérol. On va avoir les acides gras et l'autre acide gras qu'on appelle acide gras libre maintenant, qui seront au niveau du réticule endoplasmique lisse. C'est ça qui est un truc de fou. Vont redevenir triglycérides ou triacylglycérol. Donc, on a fait tout cet effort-là pour remettre ce triacylglycéride et maintenant avec les cholestérols. D'où vient cette cholestérol? De l'alimentation, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes en ce moment au niveau de l'intestin. Donc, ça, c'est une voie exogène de cholestérol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exogène qui vient hors corps. Mais il y a aussi la voie endogène du cholestérol qu'on va voir tout à l'heure. Mais bon, alors qu'est-ce qui va se passer? J'aurai alors cette formation et aussi les réticules endoplasmiques rugueux. Quelle est la fonction principale du réticule endoplasmique rugueux? C'est le rugueux, c'est la présence des ribosomes. On a déjà parlé de ça aussi. Ce ribosome-là va produire une protéine, une lipoprotéine qui s'appelle ApoB48. C'est une marque que cette vésicule va avoir. Donc, j'ai ApoB48 avec triglycérides, cholestérol ester et cholestérol libre. Peut-être vous êtes en train de me dire, mais c'est quoi cette histoire de cholestérol ester et cholestérol libre? Tout simplement, cholestérol ester, il a subi une estérification. Ça veut dire qu'on a un acide gras qui est uni à ce cholestérol. Et normalement, ça sert à stockage. D'accord? Et il est dans l'alimentation, il est partout. OK? Et le cholestérol libre, c'est que ma molécule de cholestérol, qui vous savez bien, qui est un stéroïde, n'est-ce pas? Et donc, on va voir ça aussi tout à l'heure. Mais ici, j'ai cette vésicule-là. Donc, une vésicule avec les triglycérides maintenant resynthétisés, avec mon cholestérol ester et avec mon cholestérol, avec cette protéine ApoB48, s'appelle chylomicron. Donc, tous les chylomicrons viennent de l'alimentation? Oui. Et là, vous pouvez me demander, mais pourquoi on ne mesure pas le chylomicron? On pourrait mesurer parce que c'est une molécule extrêmement instable. Parce que immédiatement, ce chylomicron, il va rentrer où? Dans la lymphe. Il ne va pas du tout
aller à la circulation sanguine. Attention maintenant. Et comment il va aller à la lymphe? Tout simplement, on a de canaux qu'on appelle canaux chylifères au niveau ici, au niveau de cette brosse-là. Ici, on a artère qui fait communication avec notre circulation sanguine et on a le canal chylifère. Ce canal chylifère, pour ceux qui ne connaissent pas, base fondamentale, il vous manque. Parce que je vais faire un petit voyage là. Ça veut dire que j'ai mon chylomicron qui prend ce canal chylifère, qui prend le canal thoracique, qui va monter jusqu'en haut, qui va rencontrer qui? La veine clavière gauche. Et là, sera après distribué à tous les corps, ce chylomicron. Si vous ne savez pas ce voyage, c'est parce qu'il vous manque la base fondamentale de comment la lymphe fonctionne. Donc ici, je vous ai mis, vous rappelez, pour ceux qui ne se rappellent plus, la lymphe, qui c'est ce canal chylifère, où va passer la lymphe. On a le canal chylifère, on a le canal thoracique, on a la veine sous-clavière gauche, où on va effectivement déboucher ce chylomicron. Et ce chylomicron, maintenant, est dans ma circulation sanguine. Ici, le rouge représente la circulation sanguine. Donc, on a lumen, on a intestin, on a canal chylifère et on a notre circulation sanguine. Je pense que c'est clair. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Une fois que mon chylomicron est ici, qu'est-ce que j'ai toujours? Triglycérides, cholestérol, cholestérol ester et d'autres produits. OK? Mais on n'est pas dans les détails. On est en train de comprendre. Il y a d'autres substrats ici. Mais on est, vitamine K, vitamine D, vitamine... Voilà. Mais on est en train de comprendre la physiologie pour comprendre les grands tableaux, pour après comprendre le petit tableau. Donc, on est ici. Qu'est-ce qui va se passer? Cette molécule, elle a besoin... Quelle est la fonction du chylomicron? La fonction du chylomicron, c'est de se débarrasser, de donner aux cellules qui ont son récepteur de triglycérides. C'est exactement ça. Et de cholestérol. C'est se débarrasser de cette histoire-là. Et donc, qu'est-ce qui va faire cette molécule? Le problème, c'est que pour que ce triglycéride, pour rentrer dans une cellule, il va falloir le couper à nouveau. À nouveau. On a coupé là, on a restitué ici et on va recouper. Et pour ça, il y a une lipoprotéine qui s'appelle lipoprotéine lipase, qui est extrêmement importante parce que c'est elle qui va couper ces triglycérides à nouveau en acide gras libre, en glycérol, va faire exactement ce que je vous ai montré ici. Sauf que maintenant, pour être profité par la cellule. Mais, il y a un grand mais, c'est que pour que cette molécule chylomicron soit capable d'aller vers la lipoprotéine lipase, on a besoin d'un dock, quelque chose qui va stimuler l'action de cette lipoprotéine lipase, qui est tout simplement une autre apolipoprotéine. Quand je dis apolipoprotéine, non, il dit déjà, hein, c'est une protéine qui s'appelle C2. Vous comprenez? J'ai besoin de cette C2. Est-ce que je parlais de C2 avant? Non. Donc, cette C2 va venir d'où? C'est ça la question. Elle va venir de la bibliothèque centrale des lipoprotéines. Comment s'appelle la bibliothèque centrale des lipoprotéines? Bibliothèque, elle prête, mais il faut retourner. C'est le HDL. Le HDL, c'est la bibliothèque de lipoprotéines de notre corps. L'HDL, elle a l'ApoC2 et elle a aussi l'ApoE, qui d'ailleurs, en nutrition, que je vais vous expliquer pourquoi cette ApoE, elle est, en termes nutritionnels, un marqueur de la maladie d'Alzheimer. Ça veut dire, si vous avez un ApoE 4 très haute, OK? Mais, on est ici, pas pour ça, mais c'était qu'un détail que je voudrais partager avec vous. Donc ici, on a notre HDL. L'HDL va prêter cette ApoC2 au chylomicron. Et comme ça, il va pouvoir y aller parce qu'il y a le récepteur ici. Et la lipoprotéine lipase va pouvoir agir.
comment elle va pouvoir agir? Elle va casser, faire la lyse de ces triglycérides et elle va libérer ces triglycérides aux muscles. Quels muscles? Muscles cardiaques et muscles squelettiques. Elisa, qu'est-ce qui fait les muscles cardiaques et les muscles squelettiques avec les acides gras? Ah, les acides gras, on a dans la mitochondrie, attention, hein, parce que parfois vous mélangez tout. N'oubliez pas qu'ici, on a des fibres musculaires, qui sont des cellules, qui au niveau du cytosol, on va avoir des organites, comme on avait ici le réticule endoplasmique lisse, rugueux, etc. Il y a aussi la mitochondrie, n'est-ce pas? Ici, c'est un lieu riche en mitochondrie. Parce que qu'est-ce que c'est la mitochondrie? En premier lieu, c'est le centre énergétique du corps. Centre énergétique, production de ATP, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Mais Elisa, ce que j'ai appris, c'est que ATP, on va former le glucose, glycolyse, cycle de Krebs, respiration cellulaire, formation d'ATP. Eh oui, ma chérie, mais aussi, on a, à partir des acides gras, on peut effectivement, dans la mitochondrie, faire la bêta-oxydation et tout simplement transformer cet acide gras en ATP. D'ailleurs, beaucoup plus que les glucides. Alors, pourquoi on n'utilise pas en première instance pour la formation d'ATP les acides gras? Parce que c'est une chaîne énorme. C'est une chaîne hydrocarbonée énorme. En tant que les glucides, c'est beaucoup plus petit. Donc, on va utiliser plus rapidement les glucides que la chaîne hydrocarbonée de acides gras. Mais enfin, objectif production d'ATP. Et là, c'est aussi, on va voir ici, récepteurs de C2 qui vont au niveau des adipocytes aussi prendre les acides gras libres. Et qu'est-ce qui va faire les adipocytes à partir de cet acide gras libre? Il va s'unir au glycérol. Je sais, vous êtes en train de penser, ah Elisa, au glycérol qui a été coupé. Pas du tout. Ce glycérol, il vient du glucose. Il vient du glucose qui va, ici, on peut, le glucose, on va avoir le glycérol qui va s'unir à acide gras libre, qui va revenir à triglycérides. C'est pour ça que vous prenez du poids. Donc, vous comprenez bien que les triacylglycérols ou les triacylglycérides, celui-là, ce n'est pas le même de celui-là. Celui-là, vous avez mangé ces triacylglycérides. Ici, je suis en train de resynthétiser un nouveau triacylglycérol qui, la participation de la formation de ce triacylglycérol vient du glucose. Et glucose, c'est quoi, madame, messieurs? C'est du sucre. C'est du sucre, n'est-ce pas? Ici, j'ai alors la même chose qu'on aura, sauf que la différence, c'est qu'ici, ATP, ici, on a cet stockage de triacylglycérol dans nos cellules adipeuses. Et là, je pourrais parler 10 heures. Pourquoi? Parce qu'on peut parler de quel type de cellules adipeuses, cellules blanches, cellules brunes. Il y a énormément de choses à dire. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir comment cette histoire des lipoprotéines. Alors, maintenant, j'ai encore mon ApoE. L'ApoE de cette chylomicron qui est apparu, je ne sais pas d'où. Maintenant, vous le savez, l'ApoE vient aussi du HDL. À quoi sert cet ApoE? Il sert pour venir au foie. Parce qu'il y a un LDL, ça s'appelle LDL récepteur. On n'a pas parlé de LDL pour l'instant. C'est pas grave. Aujourd'hui, malgré, on va dire que c'était une faute, une erreur, qu'ils ne connaissaient pas trop les choses, les molécules, donc on a toujours cette nomination LDL récepteur. Parce qu'à la fin, vous allez voir que ce voyage, on aura un LDL. Donc, l'ApoE qui va venir ici avec notre LDL récepteur, et qui va permettre l'entrée de cette molécule dans le foie du chylomicron. On est d'accord? Et à ce moment-là, avant d'aller jusqu'au foie, elle va redonner l'ApoE au HDL et redonner le C2, là, redonner au HDL. HDL prête la C2 pour qu'on puisse faire la lipoprotéine lipase et prête l'ApoE pour pouvoir entrer dans notre foie.
Donc, on a fait tout ça. On est ici avec notre chylomicron. Et de ce chylomicron, c'est une lipoprotéine. On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a protéines. Les protéines seront catalysées en acide aminé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Plusieurs choses. À quoi sert de manger une protéine? La protéine de l'œuf, elle vous intéresse? Elle m'intéresse? Non. La protéine de l'œuf intéresse à la poule. Je ne suis pas une poule. Donc, la protéine qui m'intéresse de l'œuf, c'est l'acide aminé que notre corps va recomposer au travers du réticulum endoplasmique rugueux pour produire les protéines à nous. C'est clair. Et c'est ça que je suis en train de vous dire là. Après, on va voir aussi, et maintenant, attention, parce que le genre mélange A avec B, on a la libération des triglycérides. Mais ce triglycéride qui est dans le foie, il vient du chylomicron, oui. Mais il vient que du chylomicron, non. Il y a aussi ici la lipogénèse à partir de sucre. Et donc, vous mangez du sucre. Ce sucre-là va, si vous avez un excès de sucre, on aura la voie qui va effectivement transformer ces sucres. Il ne sera pas utilisé comme énergie, comme ATP du tout. Parce que ATP, c'est utilisation immédiate, hein? Il faut savoir ça. Et donc, on aura la transformation de ce sucre en lipides, en triglycérides. Donc, là, j'ai eu un excès de glucides, donc j'ai la formation de triglycérides. On va s'occuper dans quelques minutes de ce triglycéride. Et on a le cholestérol. Et là, c'est une autre histoire. Parce que ce cholestérol, il vient de l'alimentation. Oui, mais ça, c'est la moindre pourcentage. La majorité du cholestérol vient de l'acétyl-CoA. Vous vous rappelez de l'acétyl-CoA? On a le glucose, on fait la glycolyse qui se transforme en acétyl-CoA. Acétyl-CoA, c'est du sucre aussi. Donc, c'est cet acétyl-CoA qui va être la base, la brique pour la formation du cholestérol endogène maintenant. Et ce cholestérol, pour qu'il marche, c'est une voie très spécifique, malavonate, etc. Mais qu'on a une enzyme que je ne pouvais pas oublier de vous dire, qui c'est hydroxyméthylglutaryl coenzyme A réductase, qui est très important. Pourquoi, Elisa? Parce que si vous avez, avec cette enzyme-là, une SNPs, qu'est-ce que c'est un SNPs? Une petite mutation, qui cette enzyme-là ne fonctionne, on est déjà problématique au niveau de production de cholestérol. Soit trop, soit moins, pas bon. OK? Et ça existe. Et ce cholestérol, alors là, vous arrêtez tous, vous stop, OK? Notez rien, regardez-moi. À quoi sert le cholestérol? Parce que la grande discussion, c'est bon cholestérol, mauvais cholestérol. Est-ce que vous avez compris que pour l'instant, il y a cholestérol? Il n'y a pas ni bon ni mauvais. On va voir ça, ça n'existe pas, cholestérol, ni bon ni mauvais. Ce qui existe, c'est que le cholestérol, il est utilisé pour faire que toutes nos membranes cellulaires, soient souples. Une autre fonction, c'est qu'on va, pour stocker ce cholestérol, on aura besoin de stérifier, mariage de acide carboxylique avec alcool. Donc, il y a une enzyme qui s'appelle ACAT, qui est acyl-CoA, cholestérol, acyltransférase. C'est une transférase qui va transférer acyl. Acyl, c'est quoi? C'est acide gras. Acyltransférase va transférer la molécule d'acide gras au cholestérol. Donc, il va former un cholestérol ester. Le cholestérol a été stérifié. Pourquoi faire ça? Parce que c'est la façon que notre corps va faire le stockage du cholestérol. Très bien. On aura aussi le cholestérol. Pourquoi faire? Le cholestérol, c'est la brique de, je vous ai montré tout à l'heure, que je vais le trouver ici, la brique de la formation des sels biliaires. L'acide cholique, l'acide kénodésoxycholique, c'est la brique. C'est qui? C'est le cholestérol. Et comment vous voulez finir avec le cholestérol? Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Expliquez. Parce que moi, je ne comprends pas. Alors, on a aussi cette formation du cholestérol ester
le cholestérol libre et les triglycérides, là, ce triglycéride-là, qui vont aller au réticule endoplasmique lisse. Vous vous rappelez, c'est ça la fonction du réticule endoplasmique lisse. Il met tout ensemble, il fait cet assemblage. Toujours. Il ne faut pas mémoriser. C'est pour ça qu'il existe. Donc, on a ici les réticulomes endoplasmiques lisses et on a les réticulomes endoplasmiques rugueux, qui est toujours un producteur de protéines. Évidemment, quand je dis que les réticules endoplasmiques rugueux vont produire des protéines, vous savez bien qu'il y a des facteurs de transcription qui vont jusqu'au noyau, qui vont faire la lecture de cette transcription. Et on aura ici la traduction. Il y a le RNA messager qui va sortir du noyau, aller au cytosol et venir ici pour produire cette protéine. Je même vous ai dit que le réticule endoplasmique rugueux, il a du ribosome, n'est-ce pas? Mais Elisa, il y a du ribosome tout seul dans un cytoplasme. Et les ribosomes produisent protéines. Alors, si le ribosome produit protéines, pourquoi j'ai besoin de réticule endoplasmique rugueux pour produire des protéines? Parce que quand le ribosome est tout seul, il va produire une protéine pour la consommation de la cellule elle-même, où il est. Ça va nulle part. En revanche, si c'est un réticule endoplasmique rugueux, d'ici, je produis ma protéine qui va au complexe de Golgi, qui va faire une vésicule, qui sera faite par exocytose pour aller à d'autres cellules. C'est ça la différence d'un ribosome tout seul et d'un ribosome lié à notre réticulome. Et là, mon réticulome va produire une autre. Il a déjà produit ApoB48. Il va produire B100. ApoB100. OK? Une autre protéine. Et donc, cet mariage de cholestérol ester, cholestérol, triglycérides, va former cette nouvelle molécule qui s'appelle VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Le nom, il dit déjà Very Low Density. La densité est plus basse et ça va faire encore plus basse, ok? Donc là, on est Very Low Density Lipoprotein, qui est essentiellement formé de triglycérides. Et là, je pose une question. Mais la quantité de triglycérides par rapport au chylomicron, elle a augmenté ou elle a diminué? La fonction du chylomicron était de... Je sais que les élèves sont comme ça. Je pose une question et réponds tout de suite sans même réfléchir. Donc, je pense que vous avez dit, la fonction du chylomicron est de se débarrasser de l'acide gras. Donc, ça veut dire qu'il s'est débarrassé, il a passé par toute cette transformation, il est devenu VLDL. Mais n'oubliez pas, il y a un triglycéride endogène aussi qui a été produit, ok? Qui n'est pas le même triglycéride là. Celui-là, il a diminué, sûrement. Mais je parle de ce triglycéride ici qui peut être, qui vient de l'alimentation, mais aussi de la lipogénèse qui est faite dans le foie si vous mangez trop de sucre. Donc, je vais former cette molécule qui s'appelle VLDL. Très bien. Et qu'est-ce qu'il va faire ce VLDL? Il va tout simplement on va faire plusieurs VLDL et donc on va créer un gradient de concentration. Et comme le VLDL est un lipoprotéique, il va tout simplement sortir de notre foie et il va venir ici. Et là, c'est une lipoprotéine. C'est pour ça cette facilité de rentrer dans la circulation sanguine. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous ai mis déjà parce que c'est une répétition. C'est la répétition de la répétition. Regardez, le chylomicron ne pouvait pas être pris par la lipoprotéine lipase. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'ApoC2 ni ApoE pour entrer au foie. Pareil, le VLDL, il va demander HDL, est-ce que vous pouvez me prêter votre ApoC2? Parfaitement. Voilà. Est-ce que vous pouvez me prêter aussi votre ApoE? J'ai besoin. Il n'y a pas de souci. Après, il faut me rendre. Et c'est ça que le VLDL va faire. Il va là, il aura les mêmes actions. C'est pas compliqué. Et il y aura aussi une action au niveau de revenir ici, le VLDL, mais je n'ai pas fait tout le répétition parce que c'est complètement barjot. Pourquoi? Le VLDL vient et il fait cette distribution pareille. Mais qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment
Les VLDL, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est un chylomicron rémanent, on appelle, restant. Le reste du chylomicron, plus quelques molécules qui sont rentrées, appelle VLDL. Qu'est-ce que c'est alors maintenant cette nouvelle molécule qui s'appelle IDL? C'est une molécule intermédiaire et je vais vous expliquer pourquoi ce nom intermédiaire. Parce qu'elle est d'extrêmement importance, elle a deux façons de travailler. Et ce IDL, il est un VLDL rémanent, le reste du VLDL. Donc, on va former une nouvelle molécule. IDL, même situation. Maintenant, je vous ai mis ici plus de ApoE parce que la situation est un petit peu différente. Cette ApoE, elle va venir à la ApoE, LDL récepteur. ApoE, LDL récepteur. Tout est pareil. On a ici les IDL et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on a deux destins pour les IDL. Un, c'est de venir avec l'ApoE, venir ici, il fait ce que je vais vous montrer dans 5 minutes. Et l'autre, c'est que cette molécule IDL, elle va au tissu. Voyez l'importance de la chose. Elle va au tissu. Quel tissu? N'importe quel tissu. Non, toujours, on va au tissu qui ont de récepteurs, quoi. Et là, on a les LDL récepteurs. Ah, Elisa, vous m'avez parlé des LDL récepteurs. Oui, au niveau du foie. Il y a aussi des LDL récepteurs là. C'est qui la dame là? C'est la surrénale. Je suis en train de vous montrer pourquoi le cholestérol est important. Là-haut, cholestérol, membrane cellulaire, sel biliaire, cholestérol ester. Mais il y a une autre fonction. Cholestérol, il y a des milliers de fonctions. Et celle-là, elle est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que je suis au niveau de la surrénale avec notre LDL récepteur. Quand vous regardez, vous faites un zoom sur la surrénale, vous allez remarquer qu'il y a une zone qui s'appelle glomérulaire, que j'ai mis en orange. C'est comme des petites fleurs. On a après cette zone bleue qu'on appelle fasciculée. Et on a la zone verte qu'on appelle réticulée. Et là, les gens me disent, mais il faut mémoriser tout ça, mémoriser zone. Oui, oui. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que la zone glomérulaire est responsable pour la production d'aldostérone. Mon collègue médecin. Le cortisol est la zone fasciculée. Alors, on arrête tout. Pour produire cette cortisol, on a besoin, la brique pour produire le cortisol et effectivement le cholestérol qui va perdre sa queue, qui va devenir progestérone. Il y aura toute une escalade biochimique qui va faire com que ce cholestérol devienne cortisol. La même chose, et là c'est encore pire, que cette zone verte qui est la zone réticulée aura la production de briques de nos hormones sexuelles, qui, DHEA. Si je parle de DHEA, je parle de déhydroépiandrostérone, qui est la base pour la testostérone. Ah non, mais testostérone, c'est que pour le mec. Qui vous avait dit ça? Les mecs, ils ont progestérone, ils ont tout ce qu'on a. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'andosténédione. Tout ça va produire tout ce qui est nos estrogènes. Et on a estradiol, on a estrone, on a estriol. Si est une personne comme moi, comme moi, comment ça? Ménopausée, plutôt estradione. Si c'est une personne enceinte, estradiol. Donc, ça va varier. Mais la base, c'est le cholestérol. Et là, je vais faire un à part parce que c'est d'une importance capitale, qu'on donne toute la raison du stress. Ah non, mais ça ne marche pas parce que vous êtes stressé. Mais dire aux gens que c'est parce que vous êtes stressé, ok, mais est-ce que vous savez expliquer pourquoi? Parce que dire tout simplement et donner comme explication de tout, et là je vais rajouter, vous m'excusez, et n'importe quoi, comme explication qui est le stress, c'est pas possible. Donc, je vais vous montrer maintenant pourquoi les femmes ménopausées, et même d'autres, vont avoir une baisse de la production des hormones sexuelles, inclus les femmes, inclus les hommes.
Parce que le cortisol est un voleur de cholestérol, d'hormones, pour faire le cortisol. Mais pourquoi le corps donne priorité, Lisa, au cortisol et pas aux hormones sexuelles? Parce que vous pouvez vivre sans libido, mais vous ne pouvez pas vivre sans la fonction que c'est le système nerveux sympathique, qui est la survie. Vous ne pouvez pas. Comment vous allez faire si vous êtes extrêmement dans une situation de danger? Vous avez besoin du système nerveux sympathique. Et le cortisol, c'est le déclencheur de tout ça. Le cortisol, c'est l'hormone de la vie et de la mort. Mais il est le voleur des autres hormones. Si mes hormones sont produites au niveau de la surrénale, quelle est la solution? Il faut traiter la surrénale, mais pas avec médicaments. Pas avec médicaments. Il faut traiter la surrénale en train de la chouchouter, de donner tout ce qu'un cholestérol là, qui est produit là au niveau du foie, a besoin pour faire la brique. Ah, donc je traite la surrénale, oui, mais il ne faut pas oublier qu'avant de traiter la surrénale, il faut traiter le foie. Et pour traiter le foie, il faut manger mieux, parce que je viens de vous dire que tout ça, c'est excès de sucre. Donc pourquoi vous attachez autant si le mec a un problème cardiovasculaire? Je ne sais pas. Il faut régler la base, il faut régler les signes et symptômes. Et après, si rien va, ou s'il y a petite amélioration, on va, pourquoi pas, essayer un médicament. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les études montrent que donner de l'statine à quelqu'un ne protège pas la personne contre le décès. Elle va mourir. Peut-être un peu plus tard, et avec des conditions beaucoup difficiles. Mais je ne suis pas là pour polémiquer. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de dire tout simplement qu'avant de donner des médicaments, il y a plusieurs façons de travailler. Et c'est ça que je suis en train de vous montrer. Alors, donc, on va avoir une action de ce IDL qui va libérer, vous comprenez? L'IDL va libérer le cholestérol pour la surrénale, pour qu'elle, surrénale, puisse produire aldostérone, cortisol, hormones sexuelles et tout ça. Mais ce n'est pas que ça. Parce que ce même IDL, il est aussi présent au niveau, le même IDL, il y a aussi des récepteurs au niveau des gonades. Et gonades, féminin et masculin. Masculin pour la production de testostérone et féminin, progestérone et estradiol, estriol et toutes les choses que je vous avais dit. Alors, et on est dans notre histoire, dans le VLDL qui s'est transformé en IDL. On a toujours notre B100, vous voyez bien. On a les utilisations de ce IDL, de libération de ce cholestérol au niveau des surrénales, au niveau des gonades, mais 70% de cette histoire-là, de ce cholestérol qui est dans ce IDL, il va revenir au foie. Ah, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour être utilisé comme sel biliaire, pour être utilisé comme cholestérol ester pour faire le stockage, pour être utilisé dans les membranes cellulaires, pour faire le sel biliaire, et pour ça. Donc, c'est compréhensible que la majorité de ce cholestérol vient là. Mais le gros problème, c'est que une fois qu'on a fait tout ça, il y a aussi une de notre système immunitaire inné, on a une cellule qui s'appelle macrophage. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on a, parce que je vais vous expliquer comment on va arriver à notre athérome, maladie cardiovasculaire, mais je vais revenir en arrière. Vous allez me comprendre. Le LDL, il peut être oxydé. Alors, est-ce que vous comprenez que le LDL, il n'a rien à voir avec maladie cardiovasculaire? Ce qui est le problème des maladies cardiovasculaires, c'est que écoutez-moi, c'est LDL oxydé va avoir notre macrophage des récepteurs qui s'appellent FAT-CD36. Ce récepteur FAT-CD36, il prend tous les LDL oxydés, il met dans les macrophages. Ces macrophages vont devenir cellules spumeuses.
il va libérer des cytokines inflammatoires, il va être un désastre. Mais la question qu'il faut poser, c'est pourquoi il y a de LDL oxydé? Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire tout de suite. Parce que vous êtes sédentaire, vous ou votre patient. Parce que vous avez un excès de poids. Parce que vous fumez le tabac. Parce que vous buvez de trop. Parce que vous avez de l'hypertension. Et là, on va voir si c'est une hypertension primaire, secondaire, tout ça. Parce que vous avez une consommation de sucre absurde, alors vous avez l'hémoglobine glyquée là-haut. À quoi sert l'hémoglobine glyquée dans notre sang? Ben, c'est une ferraille qui se balade en train d'oxyder tout. Pourquoi? Phénomène de glycation. Pourquoi? Parce que la personne, notre patient ou notre client, a trop mangé de sucre. Tout ça va causer un stress oxydatif, augmente beaucoup le stress oxydatif, diminue notre capacité antioxydante. Et quelle est la réponse de notre corps en termes de stress? Le stress oxydatif, c'est la réponse de notre corps. Il faut comprendre ça, immunitaire, pour défendre le corps. Donc, on va créer des radicaux libres et là, on va faire quoi? Augmenter l'inflammation. Et donc, on aura une inflammation, on aura notre endothélium avec intima, moyenne et les 3 couches qui va faire con que ce LDL qui était tout à fait normal commence à rentrer dans l'endothélium. Vous comprenez? Il va rentrer dans l'endothélium, il va rentrer dans l'endothélium, et c'est ça qui va déstabiliser complètement les vaisseaux sanguins, qui va former la plaque d'athérome, et que si il y a plaque stable, plaque instable, mais on s'en fout si elle est stable ou instable, la personne est une bombe qui peut exploser à n'importe quel moment. Ça s'explose au cerveau, AVC. Ça explose au cœur, infarctus. Peut exploser partout. Et donc, je voudrais que vous compreniez que le pauvre cholestérol, il fonctionne comme un pompier. Exemple, pourquoi un pompier? Lisa, expliquez mieux. Alors, je vous explique. C'est que vous voyez une maison en feu. La maison brûle. Et vous passez devant et il y a 10 000 pompiers. Qu'est-ce que vous allez dire? Que c'est le pompier qui a mis feu dans la maison? Non. Les pompiers sont là pour sauver la maison. C'est le cas de notre cholestérol. Le cholestérol, il va infiltrer exactement par un essai de défense du corps. Mais à un moment donné, tout sera bloqué et la personne va avoir ce qu'elle va avoir, que vous connaissez mieux que moi. Donc, où il faut intervenir? Mais bien avant, déjà en train de donner cette conscience, parce que quand je parle d'excès de poids, hypertension, tabac, alcool, je suis en train de montrer les modifiables, les modes de vie de votre client et de votre patient. Quel est leur mode de vie? Quel est votre mode de vie déjà? Parce que ça ne sert à rien de parler de prévention si vous continuez à fumer, si vous continuez à manger mal, ça ne sert à rien. Parce que vous allez rentrer dans le top de l'arbre, qui c'est la maladie cardiovasculaire. C'est clair. Alors, je ne pouvais pas finir notre histoire pour vous dire qu'une fois qu'on a, physiologiquement parlant, ce macrophage-là, le macrophage, il va falloir un système pour enlever le cholestérol du macrophage. Pour que ce macrophage ne devienne pas une cellule spumeuse. Vous voyez, notre corps, il a même pensé à ça. Et qu'est-ce qu'il met? Il met un récepteur d'ApoA1. ApoA1, ça vient d'où ça? ApoA1, c'est la brique, le précurseur du HDL. Donc l'HDL, il ne sert pas que pour prêter des molécules. Regardez la beauté de ces HDL. Les HDL, c'est les ApoA1. Et on va produire où ces ApoA1? Dans les réticules endoplasmiques rugueux de l'intestin et du foie. Et là, on va produire ces HDL. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai le macrophage. Le macrophage, il y a des récepteurs de type qui s'appellent ABCA1 récepteur et le ABCG1 récepteur. L'ApoA1 vient premièrement ici et il va former un HDL du type 2 et ici type 3.
Qu'est-ce qui fait ces HDL alors? Vous avez compris, l'HDL, il pompe les cholestérols oxydés dans les macrophages, il enlève. Et là, ces HDL3 va agir, regardez, je vais distribuer ces HDL, le cholestérol, à qui a besoin. Qui a besoin? La surrénale est le récepteur du HDL3. Vous savez comment ça s'appelle? Parce que j'écoute tout le monde dire ça. Scavenger. Ce fameux scavenger que tout le monde parle, c'est effectivement SCR1. C'est tout simplement le récepteur du HDL3 que, au travers de la ApoA1, a pompé ce cholestérol oxydé. Et là, on va utiliser ce cholestérol. Évidemment, il ne sera plus oxydé. Il y a des processus qui vont faire un beau cholestérol qui sera utilisé dans la surrénale, dans les gonades pour produire progestérone et testostérone. Mais on va encore plus loin dans le foie pour faire toutes les fonctions de cholestérol. Et aussi, ce cholestérol peut être débouché dans un VLDL et même dans un chylomicron contre triglycérides. Ça veut dire que la molécule, elle va prendre du triglycéride, le HDL du type 3, elle prend du triglycéride et elle lâche le cholestérol. Parce que c'est beaucoup plus intéressant. Parce que ce cholestérol, c'est la profiter après pour nos cellules. Ah, mais quand? Comment je sais? On ne sait pas. C'est la priorité du corps de chacun qui fait ça. C'est la biochimie, que je parle tout le temps, individualisée. Mais je ne pouvais pas finir mon histoire sans que vous compreniez que toute l'histoire commence ici. Triglycérides, cholestérol, ça c'est quoi? Ça c'est aliment. Ça c'est alimentation. Et ici, dans cette lumen de notre intestin, si on va plus loin, on n'a pas oublié de dire qu'on va avoir de microbiote et que ce microbiote, si on a une diminution de cholécystokinine qui est typique des personnes en surpoids, on aura une diminution de firmicutes et une augmentation de bactériodetes. Et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant. Vous voyez? Donc, tout est lié. Mais à quoi ça sert que je vous explique tout ça si vous ne comprenez pas que cholestérol, c'est une chose. Et là, on a, que je n'ai pas expliqué d'ailleurs, hein, que ce LDL va transformer ici en LDL, va rentrer dans la circulation sanguine. Et le format du LDL, en fait, c'est celui-là. Je vous ai dit que le LDL venait ici, mais là, on aura B100 et le LDL qui va rentrer dans la circulation sanguine. Donc, 70% de ce IDL est ça. Va transformer ce LDL hépatique. Et le reste, c'est cette distribution que je vous ai montrée. Et les grands soucis, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On peut mesurer les LDL oxydés. On peut même mesurer les anticorps anti-LDL oxydés. Et donc, je sais. Alors, vous mesurez quoi? Vous mesurez les LDL sanguins, plasmatiques, et là, ça ne sert à rien pour ça. Parce que ce n'est pas ça qui oxyde. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Je vais vous donner tous les paramètres. Est-ce que vous imaginez qu'un des paramètres, c'est ApoA1? Parce que ApoA1, c'est elle qui donne toute la puissance à mon HDL. Donc, on va mesurer l'ApoA1. Et c'est ça que je vais vous dire, tout ce qu'on va mesurer la prochaine fois. Et n'oubliez pas, ou rappelez-vous de me donner un like. Tout le monde like. J'attends. Like. Et aussi de partager si vous pensez que ça vaut le coup. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Et vem comigo. Vem comigo!